Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette première formation Automatan. Donc, pour faire une petite intro à l'intelligence artificielle et en particulier au machine learning, pour voir un petit peu mieux voilà, qu'est-ce qu'il y a concrètement derrière tout ça. Alors déjà, donc ici un petit schéma avec les trois mots qu'on entend un petit peu partout, donc IA, machine learning, réseau de neurones. Donc en fait, l'idée c'est simple, l'intelligence artificielle c'est le domaine très général qui consiste globalement à imiter les actions humaines, à reproduire des choses que initialement seuls les humains savent faire. Donc c'est très 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 large, il y a des algos d'intelligence artificielle qui existent depuis déjà très longtemps, et là depuis 20-30 ans, il y a eu l'émergence du machine learning. Alors le machine learning, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à l'IA en général ? Sont des algorithmes qui vont apprendre à partir de données. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit explicitement à l'avance. Il y a un mécanisme d'apprentissage, c'est-à-dire il y a un mécanisme qui va chercher à coller à des données qu'on va donner à l'algorithme pour comprendre ces données et en déduire de nouvelles choses. Et enfin, les réseaux de neurones, c'est important à préciser, c'est une partie encore plus petite de tout ça, c'est-à-dire c'est un type d'algorithme de machine learning. D'accord, c'est seulement une partie de tout ça. Donc la formation d'aujourd'hui, nous on va se concentrer sur le machine learning. Donc il y a d'autres méthodes d'intelligence artificielle dont vous pourrez parler avec nous en permanence ou autre, on n'en parlera pas ici. Donc cette formation machine learning, et la semaine prochaine il y aura 2 formations qui vont se concentrer sur les réseaux de neurones. J'en reparlerai à la fin. Donc pour prendre un petit exemple, vous avez probablement tous entendu parler d'AlphaGo, le programme qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Donc ça a été une grande révolution. Et en fait, c'est un programme qui utilise un petit peu de tout. C'est-à-dire la grande révolution a été au niveau des réseaux de neurones, mais il utilise aussi des méthodes qui sont beaucoup plus générales et qui sont qui consistent qui sont du ressort de l'IA en général. Donc ça, c'est dans la deuxième formation. J'expliquerai un petit peu le fonctionnement d'AlphaGo une fois qu'on aura vu un petit peu tout ça. Et vous aurez l'occasion de voir que ça utilise des technologies assez larges. Alors, donc le machine learning. Comment est-ce qu'on peut résumer ça en une seule phrase ? On a essayé de le faire ici. C'est un algorithme qui va chercher à apprendre un modèle qui va généraliser des données. Donc, généraliser des données, ça va avoir plein d'intérêts différents. Ça peut permettre de prédire de nouvelles données. Ça peut permettre de comprendre un jeu de données très compliqué que nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à bien interpréter. Un algorithme de machine learning va permettre d'en extraire une visualisation, par exemple, qui va nous aider à comprendre ce qui se passe. Ça peut aussi permettre de compresser des données et beaucoup d'autres choses. Mais il y a vraiment cette idée de généralisation à partir de données particulières pour en déduire quelque chose de plus général. Alors pour ça, on va prendre quelques exemples de base qui constituent l'ensemble du machine learning. Alors tout d'abord, la classification. Alors la classification, qu'est-ce que c'est ? Alors ici, on prend l'exemple de données de fleurs, d'iris. Donc, on a mesuré sur plein de fleurs la longueur et la largeur du sépale. Le sépale, c'est une partie de la plante. Et pour chacune de ces plantes-là, on connaît donc ces longueurs et largeurs de sépales, et la catégorie d'iris qui correspond. Donc là, ici, on a tout représenté sur un graphique. Les couleurs correspondent aux 3 catégories d'iris qui ont été identifiées. Et donc voilà, l'ordinateur, lui, quand on lui donne ces données-là, il voit juste des points, il va pas pouvoir ça va pas plus loin que ça. Alors que nous, déjà, en tant qu'humains, on peut déjà voir des petites choses qui se démarquent. Ici, par exemple, on voit quand on est dans ces largeurs, longueurs de sépales, on sait que tous les iris vont correspondre à la même classe. Et c'est un petit peu cette chose-là qu'avec le machine learning, on cherche à implémenter dans l'ordinateur, cette notion un petit peu plus générale des choses. Donc par exemple, un algorithme qu'on va implémenter tout à l'heure permet de faire cette séparation-là. Ici, là, il y a eu un algorithme de machine learning qui a tourné pour apprendre un modèle qui va généraliser ça. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus des points particuliers, mais on sait pour n'importe quel point de l'ensemble, largeur, longueur de sépale, on sait associer une catégorie. Donc ici, c'est pas parfait, hein, bien sûr, il y a toujours des erreurs, mais par contre, ça permet d'avoir une visualisation plus avancée de ces données. Alors ça, c'était la classification parce qu'il y avait différentes classes. Quelque chose qu'on a déjà tous utilisé en prépa ou avant, c'est la régression. Alors ici, un simple exemple de régression linéaire. En fait, c'est un petit peu la même chose qu'avant, sauf qu'au lieu de vouloir discerner des données suivant des classes,
on les discerne cette fois-ci suivant quelque chose de continu. C'est-à-dire là, notre entrée, tout à l'heure, c'était deux nombres. Là, c'est toujours... donc là, ici, notre entrée, c'est un seul nombre, les x. Notre sortie, ça va être un autre réel, y, et on va chercher à trouver le lien entre les deux. On a tous ces points et on en extrait quelque chose de plus général qui est une droite. Donc évidemment, ça c'est une régression toute simple. On peut en faire des plus compliqués. Ici, par exemple, ça a été obtenu par un procédé gaussien, c'est-à-dire c'est la somme de plusieurs courbes gaussiennes qui permettent d'approximer cette fonction. Voilà, donc ça c'est la régression. Ce qu'on a vu pour l'instant, la classification-régression, ça représente l'ensemble de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé? Parce qu'on a des entrées et des sorties explicites. Et on cherche juste à faire le lien entre les deux. Voilà, un petit schéma pour résumer ça. En entrée, donc tout à l'heure on avait la dimension des sépales, en sortie la catégorie d'iris, et nous on cherche à faire le lien entre ces deux choses-là. Et le but, il est tout simple, c'est quand on a des nouvelles entrées, on est capable d'estimer de nouvelles sorties. Okay, donc on a une idée à l'avance de ce qu'on veut trouver ici. C'est ça l'apprentissage supervisé. La question étant de trouver ce lien entre les deux qui n'est pas évident. Pour ça, on va définir un modèle qui va être à un moment un choix arbitraire, et on va chercher à, au travers du mécanisme d'apprentissage, à régler le modèle pour qu'il colle le mieux possible aux données. Mais le machine learning, c'est pas uniquement ça, c'est aussi d'autres choses, comme par exemple le clustering. Alors le clustering, qu'est-ce que c'est? Cette fois-ci, on voit qu'il n'y a pas de couleur, on a des données, donc on a deux réels, et c'est tout, en fait. On a juste des entrées, en quelque sorte, et on n'a pas de sortie auquel on va vouloir qu'un algorithme corresponde. Par contre, nous, encore une fois, en tant qu'humains, on arrive à voir ici qu'il y a trois groupes qui se distinguent, et même si dans les données, au début, il n'y avait pas écrit « tiens, telle donnée appartient à tel groupe, telle donnée appartient à un autre groupe », on peut quand même avoir envie de créer un algorithme qui va être capable de créer différentes catégories comme ça. Donc voilà. Ici, par exemple, voilà ce que pourrait faire un algorithme de clustering. À chaque point, il est associé une classe. Un autre exemple, c'est la réduction de dimension. Par exemple, ici, là, on a un jeu de données en 3 dimensions, donc, qui fait plus ou moins une spirale. Et en fait, en machine learning, en traitement de données de façon générale, on se retrouve souvent avec des jeux de données de grande dimension. C'est-à-dire que pour une seule donnée, on va avoir, par exemple, elle va être décrite par 100 valeurs. Et ça, c'est pas très pratique, tout d'abord parce que c'est compliqué à représenter. D'accord, là, en 3 dimensions, on arrive encore à peu près à le représenter, au-delà, ça devient compliqué. Et il y a des algorithmes qui ne vont pas réussir à prendre en compte autant de données. Donc la réduction de dimension, le but, c'est qu'une donnée décrite par 100 valeurs, par exemple, on va la décrire plus que par 3 ou 4 valeurs, pour simplifier les choses. Donc par exemple, là ici, on pourrait, si on veut représenter ces données 3D en un ensemble en 2 dimensions, on peut se dire, tiens, on peut par exemple déplier la spirale, la mettre à plat, et ici, on peut voir toutes nos données sur un graphique en 2D sans qu'elles se mélangent. C'est-à-dire que 2 données séparées restent séparées ici. Donc ça, c'est intéressant. Alors, clustering, réduction de dimension... ah oui, alors je vais prendre un petit exemple, réduction de dimension. Sur le jeu de données des iris, là, en fait, on a non seulement des données sur les sépales, mais aussi sur les pétales. Et en fait, là, ça nous fait, si on veut représenter toutes ces données sur un graphique en 4 dimensions, on ne peut pas. Donc voilà ce qu'on peut avoir intérêt à faire avec une réduction de dimension. On peut obtenir ça en 3D, puis ça en 2D. Et ça va beaucoup être plus facile à traiter dans nos exemples. On le verra, on va faire cette réduction après. Alors voilà, clustering, réduction de dimension, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on n'a pas des exemples des sorties qu'on veut atteindre. Ici, on ne savait pas à l'avance les groupes qu'on voulait. Ici, on ne sait pas à l'avance, c'est-à-dire quand on a ce point-là, on sait que ce point-là est ici, mais on ne sait pas qu'il va se retrouver là après notre algorithme. D'accord? On a juste ça en entrée, et on veut en sortir une nouvelle interprétation. D'accord? Donc c'est ça le non supervisé. On a juste ces données, un apprentissage qui, à partir de ces données, va extraire des nouvelles caractéristiques. Est-ce que c'est clair jusque-là? Pas de questions. Donc, là, pour prendre des petits exemples, par exemple, Facebook, qu'est-ce qu'il va faire avec tous ses utilisateurs? Il va chercher à catégoriser les utilisateurs dans différents groupes.
d'en extraire des caractéristiques communes. Pour l'iris, c'est ce que j'expliquais, on peut avoir un intérêt à trouver des caractéristiques pour chaque valeur dans un plus petit espace. Donc voilà, le machine learning, apprentissage supervisé, non supervisé, qui se répartissent tous deux en deux catégories. Ici, on fait à peu près le tour de toutes les méthodes de machine learning. On peut à peu près tout mettre dans ces cases-là. Alors pourquoi est-ce qu'on sépare le machine learning en ces catégories-là? Eh bien, pour reprendre un exemple, ici celui des iris, qu'est-ce qu'on a comme données concrètement? On a en entrée 2 réels et en sortie on a une catégorie. Donc en fait le modèle qu'on va chercher, c'est une fonction qui est de R2 dans un espace discret. Voilà, donc par exemple comme ça. Pour la régression linéaire, c'est un petit peu la même chose. En entrée on avait un réel au lieu de 2, et en sortie cette fois-ci on n'a pas un espace discret, on a un réel aussi. On peut faire la même chose, hein. Par exemple, si on a 2 réels en entrée et un réel en sortie, ça reste toujours une régression. En fait, la différence entre classification et régression, c'est qu'il y en a un qui est dans un espace discret, l'autre dans les réels. Donc en fait, c'est que comme les modèles sont différents, c'est pas le même type de fonction, c'est fondamentalement différent de trouver une classe ou un réel, c'est pas du tout les mêmes algorithmes qu'on va utiliser. C'est pour ça qu'il y a cette séparation. Et en fait, on se rend compte que pour l'apprentissage non supervisé, c'est exactement la même chose qu'on a fait, sauf qu'on n'avait pas d'exemple de cette sortie, encore une fois. Donc voilà un petit bilan des modèles de machine learning. Alors, maintenant des petits exemples pour voir en pratique à quoi ça peut servir tout ça, parce que ça permet de résoudre des problèmes bien plus vastes que la première idée qu'on peut en avoir. Donc en classification, il y a ces fameux iris. Pour ceux qui veulent faire de la finance, on peut avoir un intérêt à séparer les données à partir d'un jeu de données, savoir s'il faut acheter ou vendre. Donc on cherche à prédire une catégorie, qu'est-ce qu'il faut faire. À partir d'images d'animal, identifier quel animal est sur l'image, c'est aussi une classification. Alors cette fois-ci, comme on traite des images, une image est décrite par un grand nombre de réels. Donc ici, ça va être R puissance des milliers. Mais c'est pas un problème, c'est toujours les mêmes algorithmes qu'on peut utiliser. Musique, titre de la musique. Un visage, est-ce que c'est une cible au killer? Donc pourquoi j'ai mis cet exemple-là? Parce que en permanence, vous pouvez travailler sur un projet qui ressemble un petit peu à ça et qui peut vous servir pour le killer. J'en reparlerai à la fin. Pour la régression, donc on peut chercher par exemple un lien entre la longueur des pétales, la largeur des pétales, pour les iris. Pour les températures dans une journée, par exemple, ça peut avoir un intérêt de prédire ce qu'il y a après. Si cette fois-ci, à partir de visage, au lieu de déterminer si oui ou non c'est une de nos cibles, on détermine l'âge, là ça devient une régression, parce qu'on va chercher quelque chose de continu. Musique, année de composition. Un plateau de jeu de Go, quelle est ma probabilité de gagner? Il y a un algorithme de machine learning comme ça dans AlphaGo qui va dire, à partir de ce jeu-là, qui est en train de gagner. C'est aussi une régression. Voilà, clustering, à partir de coordonnées GPS, on peut voir qui sont les groupes d'amis, par exemple. C'est-à-dire là, cette fois-ci, on ne sait pas à l'avance quels sont les groupes, mais on extrait ça de nos données. À partir de Facebook, catégoriser les utilisateurs. Sur une image, séparer des objets, voilà. En réduction de dimension, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, la visualisation de données, c'est toujours très intéressant de réduire la dimension pour pouvoir tout voir plus facilement. Ça peut aussi être de la compression. C'est-à-dire qu'en fait, là, si m est plus grand que n, ça veut dire qu'on arrive on passe de données écrites dans un grand espace à un plus petit espace, donc ça permet de compresser des données. Si on prend des images de visage, par exemple, on peut aussi créer des algorithmes de sorte que ici, on va avoir des caractéristiques très intéressantes sur le visage. Par exemple, il y a un nombre qui va nous dire si le visage sourit ou pas, si c'est un homme ou une femme, etc. Ça peut permettre ce genre de choses. Voilà, bon, ça c'est un autre exemple qui correspond à un de nos projets. Voilà, donc maintenant qu'on a fait cette petite overview du machine learning, on va essayer d'appliquer ça aux iris qu'on a vu tout à l'heure, donc en allant coder un peu. Alors, j'espère que vous avez vos ordinateurs. Pas besoin d'avoir installé quoi que ce soit, on va coder en ligne. Donc regardez bien, parce que je vais pas le montrer plusieurs fois. On va utiliser un outil qui s'appelle Colab. Donc vous cherchez sur Google Colab, C-O-L-A-B, avec un seul L. Ok, vous y allez ici.
Alors normalement, vous devrez vous connecter avec votre compte Google. Donc ça, c'est collab d'un côté. Ensuite, on va charger le fichier, un fichier qu'on vous a préparé qui a déjà quasiment tout le code. Voilà, aujourd'hui, il ne faudra pas être déçu, vous n'allez pas énormément coder, vous allez surtout réutiliser ce qu'on vous donne. Donc, pour trouver le fichier, vous allez sur notre site Automatan. Donc pareil, il est sur Google normalement. Hop. Une fois que vous êtes dessus, vous allez dans Formation. Et ici, Introduction au Machine Learning, vous avez le petit bouton Jupyter, parce que c'est un fichier Jupyter qui contient le code. Vous l'enregistrez. Et ensuite, vous revenez dans Collaboratory, vous faites importer et vous retrouvez le petit fichier Jupyter. Voilà. Et là, normalement, c'est bon. Vous êtes sur une plateforme qui va vous permettre de coder. Toutes les librairies sont déjà préinstallées. Donc, vous n'avez rien à faire, quasiment rien à faire. Alors, on ne va pas tout coder de zéro, nos algorithmes. On va utiliser une librairie qui existe déjà, qui s'appelle scikit-learn. Donc, c'est une librairie qui a été développée ici en France. Donc, voilà, on peut en être fier. Elle est utilisée dans le monde entier et elle est très, très performante et très bien documentée. C'est-à-dire que si vous avez des questions à vous poser, vous allez sur le site, vous avez des super tutoriels. Donc, voilà, en termes de machine learning, c'est une bonne référence. Donc, vous pouvez lancer la première partie du code qui va permettre de vérifier que toutes les librairies fonctionnent bien. Alors, c'est un petit peu long parce qu'en fait, c'est comme si un ordinateur se démarrait rien que pour vous en ligne. Il faut attendre un peu. Voilà, donc là, ici, on charge, on va charger différentes librairies. Donc, scikit-learn, matplotlib pour tracer un petit peu tout ce qu'on va voir. Et puis NumPy, bien sûr, qui va nous être indispensable. Alors, ensuite, il va falloir charger des données. Pour faire du machine learning, l'idée, c'est apprendre un modèle qui va généraliser des données. Donc, qu'est-ce qu'il faut au départ? C'est des données sur lesquelles on va pouvoir apprendre. Donc, pour ça, on va charger un jeu de données, le jeu de données de nos iris. Donc, pour ça, c'est cette petite commande. C'est un dataset qui est qu'on peut déjà trouver dans scikit-learn. Donc ici, on va charger le jeu de données et puis on va le séparer entre X et Y. Donc X, ça va être nos données en entrée, nos features, et Y, ça va être nos données en sortie, nos labels. Et nous, on va chercher à faire le lien entre les deux. Alors, petite remarque que je fais tout de suite, parce qu'il y en a peut-être qui auront des soucis avec ça. Le X est en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est une matrice. On a plusieurs données et plusieurs informations par donnée. Et Y, c'est un vecteur parce qu'on a juste une seule classe. Donc du coup, ça nous fait un vecteur pour toutes les données. Alors ensuite, la première chose à faire quand on charge un jeu de données comme ça, c'est de visualiser ces données pour voir un petit peu qu'est-ce que ça contient. Pour pas travailler en aveugle, pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, dans le X, donc on a vu avant, il est de dimension, les dimensions de la matrice X, c'est 154. Ça veut dire que pour chaque donnée, on a 4 valeurs. Donc on ne peut pas tout tracer sur le même graphique, donc on va le séparer en deux. D'accord? Donc on affiche d'abord les données 0, 1, puis les données 2, 3. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici, les classes suivant le sépale, les classes suivant les pétales. Donc voilà, on voit un petit peu ce que sont nos données. Même s'il n'y a rien à modifier, pensez bien à exécuter chaque portion de code, parce qu'elle est indispensable pour que la suite fonctionne. Alors, donc là, on a vu le problème. Ici, on ne peut pas visualiser toutes les données convenablement. On perd de l'information, d'accord, puisqu'on le regarde que sur les sépales, puis que selon les pétales. On ne peut pas croiser les données. Donc, ce serait intéressant, ici, pour qu'on voit bien ce qui se passe par la suite, de réduire le nombre de dimensions, justement. Passer de 4 à 3, voire 2, pour mieux voir ce qui se passe. Donc pour ça, on va utiliser, il y a différentes méthodes qui permettent de réduire les dimensions. Donc j'ai écrit ici. Donc je ne vais pas tout détailler là, mais si après vous voulez avoir plus d'infos, il y a des liens, il y a tout ce qu'il faut. Donc nous, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est PCA, Principal Component Analysis, dont l'objectif, ça va être de trouver un projecteur qui, dans l'espace de départ, va nous projeter les données dans un espace plus petit, tout en conservant les différences entre nos données.
Donc, pour prendre un petit exemple, si on suppose que toutes les données qu'on a sont réparties sur ma main, donc on imagine on est dans un espace 3D ici, toutes les données sont sur ma main, donc plein de petits points. Et en fait, on se rend compte que toutes ces données sont à plat, donc on pourrait facilement les représenter dans un plan 2D. Et en fait, l'algorithme PCA, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher une projection, donc la projection, ça peut être l'ombre qu'il y a sur l'écran ici, et il va chercher en fait quelle projection permet d'écarter au maximum les données. C'est-à-dire ici, là, si je mets ma main comme ça, c'est là que la figure est la plus éclatée. C'est là qu'en fait, mathématiquement, la variance va être la maximale sur tous les axes. Et en fait, PCA, c'est ça qu'il va faire. Il va chercher une projection telle que la variance est maximale entre nos données. Ok ? Du coup, là, en fait, on passe d'un espace 3D, 2D, sans perdre d'informations, parce qu'on a toujours, on peut voir toujours toutes les données là-bas. Voilà, c'est juste ça l'idée. Donc voilà, on ne va pas recoder l'algorithme, on va utiliser celui de scikit-learn. Donc cette petite partie de code-là, elle est très importante parce que c'est tous vos algorithmes non supervisés. Je rappelle, PCA c'est non supervisé. Ils vont se coder de cette façon-là. Donc d'abord, on importe le modèle qu'on va utiliser. Ensuite, on le crée, ce modèle. Donc on crée PCA avec un certain nombre de composantes. C'est le nombre de composantes qu'on veut avoir en sortie. D'accord ? Donc là, par exemple, je veux passer d'une dimension 4 à une dimension 3. Donc je veux que mon PCA me sorte 3 composantes principales. Ensuite, cet algorithme, il faut l'entraîner. Il faut qu'il puisse trouver quelle est la meilleure projection. Donc pour ça, on lui donne toutes nos données, X. Il va s'entraîner dessus, donc avec la méthode fit. Et ensuite, on applique ce résultat sur nos données avec transform. Et comme ça, on sort une matrice qui va être dans une dimension plus petite. Voilà, si vous lancez le code, en fait, il y a déjà les résultats. Mais bon. Voilà, on passe de 154 à 153. Donc là, maintenant, on va pouvoir visualiser un petit peu tout ça. Toutes les données d'un coup, dans un graphe en 3D. Donc voilà, on voit que l'algorithme, il a maintenu les données suffisamment écartées. On voit que là, on devrait être capable de séparer toujours nos données. Donc c'est positif. Ok. Donc là, ensuite, on va faire la même chose en 2D. Bon, là, c'est pour que vous codiez un petit peu, même si c'est vraiment pas grand-chose. Voilà, on va le faire en 2D, comme ça, après, par la suite, ce sera encore plus facile de représenter pour voir un petit peu ce qu'on fait sur un graphique 2D. Donc là, si vous regardez au-dessus, c'est simple. Voilà, c'est la même chose, on entraîne notre modèle sur les données X, on les transforme pour obtenir de nouvelles données de dimension un petit peu réduite, puis on affiche tout ça, et on se retrouve avec ça. Alors ici, sur ce graphique-là, on n'a pas vraiment de nom à mettre aux ordonnées et aux abscisses, puisque la projection fait que en fait, les ordonnées et abscisses sont un mélange de nos 4 dimensions de départ. Ouais. Est-ce que, si j'ai bien compris ta question, c'est les données de sortie, en fait, elles ont pas de sens particulier, contrairement aux données qu'on avait au départ. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais là justement. Les deux axes, on n'a pas de nom à leur donner. Par contre, ça, vous pouvez aller voir dans scikit-learn, il y a des méthodes qui permettent de voir quelle opération PCA a fait sur les trucs de départ. C'est une opération linéaire, donc il prend par exemple une fois la largeur, plus 2 fois la longueur, etc. pour créer ces nouveaux axes. Ouais. Est-ce qu'on est obligé d'enlever une seule dimension à la fois? Non, bien sûr que non. La projection, tu peux directement la faire D'ailleurs, là, si tu regardes bien, là, on passe pas de 3 à 2. Parce que là, je l'entraîne sur X et pas X reduced qu'on a créé juste avant. Donc là, je passe de 4 à 2. Voilà. C'est toujours mieux de faire ça directement parce qu'à chaque étape, on perd des données. Du coup, vaut mieux le faire en une seule fois, comme ça on maximise la variance et on perd rien entre les deux. Quoique là, comme tout est linéaire, ça change pas grand-chose. Voilà. Il y a d'autres questions là-dessus? Voilà, donc maintenant qu'on a des données en dimension 2, on va faire de la classification dessus. Alors, je précise tout de suite, parce qu'on m'a posé la question la dernière fois, là, on va travailler sur nos données réduites en dimension 2. En fait,
on fait ça uniquement pour mieux voir le résultat de ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer tout ce qu'on fait. En réalité, ce serait beaucoup plus intéressant de faire nos classifications sur les données originales en dimension 4. Parce qu'il n'y a pas de perte d'information. En fait, là, en passant de 4 à 2, on perd de l'information sur nos iris. Du coup, la classification va un petit peu moins bien marcher. D'accord ? On a 2 données au lieu de 4. Mais aujourd'hui, on va faire comme ça pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Alors, donc ici, j'ai mis la démarche globale à suivre quand on a un projet de machine learning, donc en détaillant un petit peu les différentes étapes ensuite. Je ne vais pas tout lire ici. La préparation du jeu de données, donc ça c'est hyper important. La plupart du temps, quand on teste un algo et qu'il ne marche pas le premier coup, c'est parce que les données ne sont pas bien préparées. Donc ça peut être des valeurs aberrantes, ça peut être des axes qui vont être de tailles très différentes. Par exemple, si les largeurs sont de l'ordre de grandeur de 100 et les longueurs de l'ordre de grandeur de 1, il y a des algorithmes qui ne vont pas bien prendre ça en compte. Donc il faut que toutes les données soient un petit peu normalisées. Bref, il faut qu'on ait un jeu tout beau, tout propre. Là, c'est déjà à peu près le cas, parce que c'est un jeu de données d'exemple qui est déjà tout préparé, donc il n'y a pas besoin de s'occuper de ça. Alors ensuite, quelque chose de très important, il va falloir qu'on sépare nos données d'entraînement et de test. Pourquoi ? Parce que il va falloir à un moment qu'on évalue notre algorithme de machine learning pour savoir s'il marche bien ou pas. Et pour ça, si on l'évalue sur les données avec lesquelles on l'a entraîné, et en fait, l'algorithme de machine learning le plus performant, c'est celui qui a appris par cœur les données qu'on lui a données et qui va donner les mêmes réponses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout généraliser, il va se souvenir que tel point il est rouge, tel point il est bleu, tel point il est jaune, c'est tout. Donc pour vérifier que notre modèle a bien réussi à généraliser, qu'est-ce qu'on fait ? On coupe notre jeu de données en deux. Il y a une partie des données qu'on va utiliser pour entraîner l'algorithme, et il y a une partie des données que l'algorithme n'a jamais vues, et qui va nous permettre de voir si sur ces données-là, l'algorithme est performant et arrive à trouver la bonne réponse. Okay. Donc en général, on garde entre 10 et 20% du jeu de données de test, du jeu de données pour les tests. Des fois, ça peut être plus, après on va prendre un peu plus. Bon, donc là, ce code, c'est tout simple. On a notre X-reduced, donc c'est ce qu'on disait, nos données en dimension 2, on les coupe en deux. Donc on les coupe en deux ici avec un ratio 80%. Ça nous fait du X-train qu'on va utiliser pour entraîner nos algos, du X-test qu'on va utiliser pour évaluer nos algorithmes. Okay, on sépare de la même façon les Y qu'on cherche à prédire. Ok, donc là on a 120 données d'entraînement, 32 tests. Donc c'est un petit jeu de données, en général on a plus de données que ça. Alors maintenant il va falloir qu'on choisisse le modèle à utiliser, d'accord, cette fameuse fonction qui est de R2 dans l'espace discret, il faut qu'on choisisse une fonction sur laquelle l'algorithme va apprendre. Alors pour ça, nous on va prendre un exemple assez simple. Donc je vois qu'il y a des 2A, ils le connaissent par cœur, celui-là. C'est celui des cas plus proches voisins, K-nearest neighbors. Donc l'idée c'est simple. Ce qu'on veut, on veut que notre modèle à la fin, pour une nouvelle entrée inconnue, donc ici par exemple, les points ils correspondent à notre jeu de données. Ici, là, c'est une donnée, on va chercher, on va voir ce que l'algorithme nous prédit ici. Donc, on prend ce point-là, on regarde quels sont les 5 plus proches voisins, donc les 5 points qui sont les plus proches, et on va simplement dire que la classe du point mystère, c'est la classe dominante parmi ses voisins. Donc, on va dire que ce point, il est rouge, et on va faire ça pour tous les points de l'espace. Si on fait ça pour tous les points de l'espace, on se retrouve avec une fonction, donc ici 2R2 dans bleu-rouge, qui en tout point nous prédit une certaine classe. Ok ? Donc voilà, c'est un algorithme tout simple, mais qu'on peut facilement comprendre, et qui, dans des cas où on a assez peu de données, c'est dans les cas où on a assez peu de données dans des petites dimensions, c'est un algorithme qui marche très très bien. Donc là, il s'y prête bien. Alors, comment ça marche ? Donc là, si vous avez bien suivi, PCA c'était du non supervisé, là on passe à du supervisé. Donc la démarche va être légèrement différente. Donc ici, on retrouve la même chose, on importe notre modèle, donc K-nearest classifier. On l'initialise avec le paramètre 3, donc c'est le fameux K. Là, on va regarder les 3 plus proches voisins. Et ensuite, on l'entraîne. C'est-à-dire, on va lui donner des données sur lesquelles il va se paramétrer, sur lesquelles il va apprendre. Donc là, quand on avait fait le PCA, on avait juste du X
là on a du X et du Y, parce que c'est supervisé. Donc on a le X, ça correspond à nos deux axes un petit peu mystères hein, que nous a donné la réduction de dimension pour nos iris, donc deux caractéristiques des iris, et le Y qui correspond aux classes de ces iris. Voilà. Et ensuite, la fameuse fonction qui va permettre de prédire quelque chose sur nos données. Donc là, oui, petite note, hein, ici, la fonction fit, on la fait bien sur nos données d'entraînement. Et par contre, nos prédictions, pour vérifier que nos algorithmes marchent bien, on va les faire sur nos données de test. Donc voilà, on va extraire des prédictions. Donc pour ça, c'est la méthode predict, toute simple, qui permet, à partir de nouvelles données, d'en déduire des prédictions. Voilà. Alors maintenant, à partir de ça, on va pouvoir évaluer notre modèle. Alors évaluer notre modèle, je le rappelle, c'est voir s'il fonctionne bien, s'il est capable de bien généraliser nos données et de faire des bonnes prédictions. Alors pour ça, il y a plein de façons de faire, plein de façons d'évaluer un modèle. Dans le cas d'une classification, ce qu'on utilise souvent, c'est le plus simple, même si c'est pas complet comme façon de faire, c'est de voir la précision. Donc la précision, c'est voir le nombre de bonnes réponses sur le nombre de réponses totales. C'est-à-dire, si j'ai fait 3 erreurs sur 10, ben, j'ai 70% de précision. Donc pour ça, là on le calcule à la main. Il y a des fonctions qui existent déjà, bon, c'est pas très compliqué. Voilà, donc là par exemple, on obtient une précision de 80%. Ça veut dire que dans 80% des cas, notre algorithme a donné la bonne réponse sur nos données de test. Alors c'est bien, on pourrait espérer plus. Alors pour comprendre qu'est-ce qui fait que l'algorithme marche pas bien, ben, c'est quoi le premier réflexe? C'est de voir un petit peu ce qui se passe, de tracer un peu sur un graphique, voilà, qu'est-ce que notre algorithme il a prédit et pourquoi il s'est trompé. Donc là, il y a une petite fonction qui permet de tracer ça. C'est pas très important, vous pourrez regarder après si vous voulez comprendre. C'est très simple. En gros, l'idée, on va tracer les couleurs en arrière-plan, c'est ce que notre algorithme a prédit à chaque fois. Et les données entourées en blanc, ce sont les données qui ont été utilisées pour le test. C'est-à-dire que quand on regarde les cas plus proches voisins, on regarde uniquement les données en noir et on vérifie que ça correspond aux données en blanc. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que nos données de test, en fait, on a mal sélectionné notre jeu de données de test puisque on n'a que du bleu. À aucun moment on vérifie qu'il prédit bien le rouge, ce qui fait très bien d'ailleurs, apparemment. Donc en fait, c'est quand on a séparé nos données, on a oublié de les mélanger avant. Et du coup, notre algorithme ne fonctionne pas très bien. Donc là, c'est fait exprès parce que c'est un problème qui arrive assez souvent. Et puis comme ça, c'est l'occasion de tout recoder, d'avoir un code complet qui fonctionne. Donc là, on va refaire la même chose, sauf qu'au début, on va mélanger nos jeux de données, okay, pour avoir du test un petit peu partout. Ok, donc on fait une permutation. On applique cette permutation à nos X et nos Y. Ensuite, on applique notre PCA, d'accord, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On réduit la dimension pour passer de 4 à 2. Je le rappelle, cette étape de préférence, il faudrait ne pas la faire, mais pour ne pas perdre d'informations. Mais là, ça nous permet de voir un peu ce qui se passe. On sépare entraînement et test. Alors là, je prends 60% des données d'entraînement. Comme ça, on teste notre algorithme avec peu de données pour voir s'il se débrouille bien avec peu de données. Donc voilà, là c'est la séparation, donc on l'avait déjà fait avant. Et ensuite, ça c'est la partie un petit peu dont il faut se souvenir. On crée le classifieur avec k égale 3. Et ensuite, on l'entraîne sur les données d'entraînement. On l'entraîne, ensuite on l'évalue, c'est-à-dire on fait nos prédictions sur nos données de test, on mesure la précision et on affiche les résultats.
Alors attention, si ça ne marche pas, c'est peut-être que le problème des majuscules, X majuscule, Y minuscule. Voilà, donc là on a une précision de 95%, donc c'est beaucoup mieux qu'avant. Et surtout, on se rend compte que là, nos données de test, elles ont du sens. Il y en a un petit peu partout. C'est plus intéressant. Alors, vous aurez tous une précision différente parce que, comme il y a un processus aléatoire au début, forcément, on n'aura pas tous la même chose. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? On arrive à la fin. C'est pas une formation très longue. Pas de questions, c'est clair? Ok, donc là, ce petit code-là, il est assez important parce qu'il résume tout ce qu'il faut faire. Donc en dessous, là, ce que je vous propose, c'est d'essayer l'algorithme en faisant varier un petit peu les méthodes. C'est-à-dire, par exemple, on peut utiliser moins de données d'entraînement. Là, on a pris 60% de données d'entraînement. On pourrait voir si l'algorithme s'en sort bien avec encore moins de données. On peut modifier le cas, voir si ça marche avec les 5 plus proches voisins, par exemple. Ce genre de choses, ça peut avoir un intérêt. Par exemple, on pourrait tracer la précision en fonction des différentes valeurs de cas pour voir quel est le meilleur cas. On peut entraîner le classifieur sur les données originales. Bon, voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est d'essayer d'autres méthodes de classification de scikit-learn. Donc je vous en montre un petit extrait. Voilà, ici, ça c'est une image que vous pourrez retrouver sur le site de la librairie, où vous avez un petit peu les algorithmes les plus utilisés, et vous avez les résultats qui permettent d'obtenir avec différents jeux de données. Donc là, elles sont séparées par un S, ici par un rond, là par une ligne. Et on voit qu'il y a des algorithmes qui vont mieux marcher dans certains cas, moins bien dans d'autres. Alors, il faut faire attention, ça, c'est pas exhaustif. Pourquoi? Parce que chaque modèle, il y a des paramètres à régler. Rien que le KNN, là, qu'on a vu, K égale 3, K égale 5, on ne va pas du tout avoir les mêmes résultats. Mais voilà, ça vous montre qu'il y a des algos très différents. Voilà, donc le KNN, c'est le premier. Ici, là, il y a les fameux réseaux de neurones dont on va parler dès la semaine prochaine. Et voilà. Ouais, donc c'est tout pour cette première formation, qui est assez courte. La semaine prochaine, donc il y aura des formations, on va aller un petit peu plus loin, on va passer aux réseaux de neurones. Donc ici on a utilisé KNN, on aurait pu utiliser les réseaux de neurones, mais qui sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de paramètres et ça demande une vraie compréhension de ce qu'il y a derrière. Donc voilà ce qu'on verra la semaine prochaine, ce sera séparé en 2 formations. Faites attention, je vous explique ça parce que sinon il y en a, c'est pas simple. On va avoir 2 formations en même temps. Celle de Mathis qui sera plus qui reposera plus sur des mathématiques, c'est-à-dire l'objectif ça va être de coder un réseau de neurones depuis zéro en voyant vraiment les maths qu'il y a derrière, l'entraînement qu'il y a derrière, etc. Pour ceux qui ont été frustrés là qu'on n'aille pas dans le cœur des algorithmes. La formation que je ferai sera plus en utilisant des bibliothèques, des choses qui existent déjà et qu'on va chercher à paramétrer. Donc ça permettra d'aller plus loin, de faire des algos plus rapides et plus performants. Mais par contre, vous verrez moins ce qu'il y a derrière. Si vous êtes là le mercredi et le vendredi, vous pourrez faire les 2. Sinon, choisissez celle qui vous intéresse le plus. Mais essayez d'être là aux 2 dans l'idéal. Voilà, le rendez-vous sera ici, ce sera ici et en Amphi 5. Et puis on verra, pour ceux que ça intéresse, dans ma formation, la finalité sera de voir AlphaGo, ce fameux... vous aurez tout ce qu'il faut pour comprendre comment ça va fonctionner. C'est pas si compliqué que ça. Donc ce sera l'aboutissement un petit peu de la formation. Voilà, merci à tous.